Quand on est dev, on veut tout automatiser. Toute tâche qui sera répétée au moins une fois doit être codée pour ne pas avoir à la refaire. Même si pour cela nous passons plus de temps à la coder qu'à réellement la refaire. Par exemple, après 5 années passées sur ce podcast, j'ai tout automatisé pour n'avoir que à discuter avec l'ensemble de mes invités. Il s'avère que pour certains devs, la répétition c'est la création d'entreprise. Plusieurs fois par an, tout recommencer, recréer une nouvelle entreprise avant qu'une autre équipe prenne le relais. Mais alors, peut-on automatiser la création d'entreprise ? Comment choisir une stack qui sera reprise par une autre équipe ? Et surtout, comment ne pas confondre vitesse et précipitation ? Pour répondre à ces questions d'automatisation, je ne reçois pas Puxatonyphile, mais il s'y connaît en répétition. Quentin, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je suis Quentin, je suis le CTO d'OSS Venture, donc un startup studio spécialisé dans la création de startups dans le manufacturing, dans le logiciel. Avant, j'ai travaillé pour L'Oréal pendant 10 ans, où j'ai eu la chance de beaucoup bouger, déployer énormément de projets et de comprendre aussi comment fonctionnait un grand groupe. Et depuis à peu près 7 ans maintenant, je suis dans le monde des startups. J'ai travaillé dans 3 startups avant de rejoindre le studio, sur des postes business et aussi CTO. Et donc maintenant, ça fait quasiment 5 ans, en septembre, ça fera 5 ans que je travaille sur OSS Venture, où j'ai eu la chance de travailler sur une vingtaine de projets. Au total, on a lancé 15 entreprises, investi dans 4. Et tous les 3-4 mois, on recommence de zéro. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a mal fait la dernière fois ? Qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux la prochaine fois ? C'est marrant que tu arrives direct à nous donner le nombre de boîtes créées, parce que ma question après, c'était justement, est-ce que tu te souviens du nombre d'entreprises que tu as créées avec OSS ? Comme je l'ai dit, on a travaillé sur 20 projets. Donc, travailler sur un projet, c'est on a une idée, on a quelque chose qu'on veut étudier, on commence. Des fois, malheureusement, ça ne marche pas. Mais on est assez content du nombre d'entreprises créées et qui ont pu lever de l'argent et qui existent aujourd'hui avec de vrais employés. Aujourd'hui, OSS Venture, c'est à peu près 300 employés dans toutes nos startups, beaucoup de levées de fonds et surtout des entreprises qui continuent à grandir, même si certaines ont été créées maintenant il y a quasiment 5 ans. Quand tu étais chez L'Oréal, tu as travaillé sur uniquement des projets à l'échelle de L'Oréal, donc un très grand groupe des projets mondiaux. Tu as eu l'occasion aussi de travailler sur des projets à plus petite échelle ? Alors j'ai commencé sur des projets globaux, où à l'époque je travaillais sur un logiciel allemand aimé de beaucoup, qui s'appelle SAP. Et c'était comme SAP, c'est moche et pas pratique. On s'est dit, si on faisait une interface graphique au-dessus de SAP pour aider les gens qui l'utilisent. Et donc, on avait construit à l'époque, dans une technologie maintenant abandonnée qui s'appelait le Flash, ou le Flex même, pour ceux qui connaissent, de construire sous forme d'API, de front-end back-end, où on interagissait directement avec SAP. Donc, j'ai commencé là-dessus. C'était des projets qui étaient déployés sur tous les employés du groupe, donc à peu près 80 000 personnes à l'époque. Et après, j'ai travaillé sur sur le déploiement de projets beaucoup plus régionaux et locaux, en Amérique latine, donc 2 ans au Mexique et après 3 ans au Brésil, où mon rôle était de déployer des projets au niveau de l'Amérique latine. Ce qui reste quand même des projets dans une certaine ampleur de L'Oréal. Tu vois, en fait, ma question c'est comment ça s'est passé après ce passage au monde des startups, où tu te retrouves avec 100 euros de moyens, il n'y a que toi pour bosser sur le produit, tu vois, une réduction aussi forte, il y a 2 clients. J'ai trouvé ça quelque part très intéressant, la transition, parce que je passais d'un monde où si demain je me faisais écraser par un camion, la boîte irait, mon impact
était là, mais il n'était pas au niveau où je pensais qu'il devrait être. Non pas que ce que je fais est extraordinaire, mais j'aime bien quand je fais les choses, voir que ça marche. En plus, il y a dans une taille de la boîte de L'Oréal, on peut avoir l'impression des fois que même si on met toute l'énergie du monde, si on n'a pas beaucoup de choses qui sont alignées, les choses n'avancent pas. Il y a des calendriers qui font que il faut que ça soit dans un budget, il faut que ça soit validé par tout le monde, il faut avoir fait suffisamment de back channel avant pour que les choses que vous présentez soient acceptées par la majorité. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que, ça m'a permis une certaine patience, une connaissance des grands groupes qui me sert énormément aujourd'hui, et aussi la création d'un réseau. Et ce que je garde sur toute cette expérience, ce sont les relations humaines avec les gens, et j'ai encore beaucoup d'amis au sein de L'Oréal, et c'est vraiment pour ça une boîte extraordinaire. Ouais. Je partage complètement et c'est le cas, je pense, de beaucoup de devs, cette envie d'impact, cette volonté de sentir que quand on fait quelque chose, que ça résonne quelque chose, et que tu le disais aussi, si tu passes sous un bus, L'Oréal continue à avancer sans problème. Donc l'impression d'être pas forcément indispensable, mais en tout cas au moins nécessaire. Ouais. Du coup, sur ces premières créations d'entreprise que tu as eues, j'imagine que tu as retrouvé ce sentiment-là. Mais comment ça se passe chez OSS Ventures, où tu crées une entreprise tous les 3 mois que tu repasses très vite à quelqu'un d'autre après, qui est un peu comme tu vois, tu crées un bébé que tu repasses très vite à quelqu'un d'autre. Tu vois, est-ce que tu arrives quand même à garder ce sentiment de pérennité vis-à-vis de quelque chose, ou d'impact sur quelque chose? Alors oui, parce que en fait, sans notre groupe sans notre organisation, les sociétés qu'on crée n'existeraient pas. Et l'idée, c'est pas on fait pendant quelques temps et on le refile à quelqu'un, c'est on le fait ensemble avec les cofondateurs. Et je pense que c'est une notion assez importante, parce que faire à la place d'eux, vous n'êtes pas en train de monter une organisation qui permettra d'être autonome et d'avancer toute seule une fois que, entre guillemets, les équipes d'OSS Venture ne seront plus en train de vous aider. Donc il y a une vraie notion on va chercher les beaux cofondateurs, donc un cofondateur tech d'un côté et un cofondateur business de l'autre. Cofondateur, cofondatrice, c'est juste le mot qui a malheureusement une connotation beaucoup plus masculine que féminine. On va chercher les bonnes personnes, je crois que c'est le bon terme, et on va construire avec eux. Et notre framework, entre guillemets, ou notre process nous permet de dérisquer. Le fait de l'avoir fait plein de fois, on peut, dans les moments où c'est compliqué, dire aux cofondatrices, cofondateurs, vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps, c'est normal. Par contre, qu'est-ce qu'on doit apprendre la semaine suivante pour pouvoir avancer? Et je pense que le seul avantage d'être dans une start-up, c'est la vitesse. C'est-à-dire que votre seul moyen de rentrer en compétition par rapport à une entreprise déjà établie, c'est que votre entreprise, votre start-up doit apprendre 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus rapidement qu'une entreprise déjà établie. Et c'est votre seul, entre guillemets, votre seul leverage par rapport à ces boîtes-là. Et nous, c'est quelque chose, une métrique extrêmement importante. C'est en gros, qu'est-ce qu'on va apprendre cette semaine et qu'est-ce qu'on va apprendre la semaine prochaine. À partir du moment où on a établi un peu ce qu'on voulait faire, maintenant, c'est comment on crée le plus rapidement possible et comment on le met dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible afin de continuer à apprendre. Okay. Et est-ce que ça veut dire que quand vous avez une idée de projet ou une idée de boîte, votre première étape, c'est de recruter cette équipe cofondatrice, ouais. Et rien n'est fait tant que ces 2 personnes n'ont pas été identifiées? Alors, c'est pas les 2, c'est au moins une. C'est-à-dire que le projet commence réellement quand on a au moins un ou une cofondatrice. Alors après, ça peut être la cofondatrice ou le cofondateur tech ou business, ça va dépendre un peu de qui arrive en premier et du type de produit qu'on va sentir. Mais on commence pas vraiment, on commence un peu à le faire sans eux, mais entre guillemets en faisant des petites études de marché, études de faisabilité, plutôt études de marché, pour essayer de comprendre un peu l'idée à laquelle on va s'attaquer. Mais par contre, le projet ne commence pas vraiment tant qu'on n'a pas au moins une personne sur qui s'appuyer. Et ça, c'est très important parce que, entre guillemets, au début, on va être en charge du process et on va être en charge de la delivery. Entre guillemets, les cofondateurs feront partie de l'équipe
un peu plus en mode passager au départ. Mais par contre, ils doivent au moins vivre le début de l'expérience et comprendre l'importance de créer une entreprise apprenante en permanence. Ok. Alors, avant de creuser comment est-ce que tu arrives à construire, à poser les premières briques comme ça essentielles pour une startup, j'aimerais avoir une idée un peu de la fenêtre de temps que tu t'accordes toi en tant que créateur au final, parce que c'est un peu ton rôle sur ce début d'entreprise, pas au sens divin du terme, hein, on est vraiment sur... du coup, la question ce serait, est-ce que tu as une fenêtre de temps qui est fixe, c'est-à-dire ces 3 mois, là, au bout de 3 mois, il se débrouille tout seul, ou est-ce que tu as certains jalons que vous essayez de valider à tout prix, tu vois, ou des critères, certains, tu vois, à quel moment vous vous dites, ok, là maintenant, vous vous débrouillez tout seul, et nous on passe à autre chose. Ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, on était, nous aussi, on voulait apprendre beaucoup. Donc, on lançait beaucoup d'entreprises avec peu de moyens. Et donc, l'idée, c'était plutôt de de le faire par rapport à un timing assez précis. Voilà, tu as resté 3 mois, tu as tes premiers clients. Maintenant, tu vas te chercher des bureaux. Maintenant, on fonctionne beaucoup plus sur des jalons qui vont dépendre du type de projet. C'est-à-dire que vous avez des projets qui vont être, par exemple, beaucoup plus tech-heavy, des projets qui vont être beaucoup plus business-heavy en termes par exemple, de création d'une équipe sales, des projets qui vont être product-heavy. Donc ça va vraiment dépendre, on va s'adapter, on a des jalons globaux, mais on va s'adapter quand même, le timing va s'adapter au type de produit et au type d'entreprise qu'on va monter. Et ça, c'est quelque chose qui a 2 ans à peu près, mais avant, on était très, très, très focus sur... nous, il faut apprendre aussi. Donc, on va lancer tous les 3 mois de manière extrêmement régulière. On va commencer un nouveau projet. Maintenant, des fois, ça peut être 4, ça peut être 5. Notre but, c'est d'en lancer 4 par an, de commencer 4 projets par an. Mais on est un peu plus flexible parce qu'on se rend compte que des fois, un accompagnement un peu plus long peut permettre de faire gagner du temps au long cours à l'entreprise qu'on est en train d'essayer de créer. Est-ce que vous avez une approche, du coup, Kanban, en vous disant... tant qu'une boîte n'est pas sortie, on n'en commence pas une autre? Ou est-ce que c'est une approche de se dire il en faut 4 par an, donc on commence un projet tous les 3 mois, mais il partira pas forcément au bout de 3 mois? En fait, c'est pas FIFO, c'est-à-dire que c'est pas un projet qui sort, un projet qui rentre. On va adapter les timings. Par contre, on a staffé notre équipe pour pouvoir vraiment essayer de lancer pour pouvoir lancer 4 projets par an, parce que c'est entre guillemets ce qui définit notre business model. Mais certaines boîtes, pour des raisons X ou Y, vont rester sur certains jalons un peu plus longtemps. Et c'est pas grave, parce que l'important finalement c'est que ces entreprises sortent le mieux possible. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas, enfin du moins le monde financier a un poil changé. Donc autant en fin 2021, il fallait que tout le monde fasse une licorne. Aujourd'hui, si on arrive à faire des entreprises qui sont des vraies entreprises le plus tôt possible, c'est devenu assez sexy pour les investisseurs. Okay. Donc ça change un peu aussi, et c'est pour ça qu'on se permet des fois de garder certaines entreprises avec, on va dire, énormément de potentiel un tout petit peu plus longtemps, parce qu'on pense que si on les accompagne encore quelques semaines, quelques mois, ça aura un impact futur très, très positif pour nous et pour eux. Okay. Tu peux nous partager certains de ces jalons, certains de ces critères que vous avez pour laisser une entreprise s'envoler? Généralement, c'est assez simple. Hein. Ils ont leur premier client. Ils sont en train de recruter leur premier senior, parce que généralement, on ne veut pas que les entreprises recrutent une ribambelle de stagiaires, parce qu'on pense que les premières personnes sont clés. Alors des fois, il peut y avoir des très bons stagiaires, hein, mais avoir les bons seniors pour accélérer la boîte, les bons héros au départ, parce que c'est généralement le début, c'est le temps des héros, pour accélérer l'entreprise, c'est très important. Et surtout, faut que le business aille bien, et potentiellement qu'elles aient déjà fait une petite levée de fonds, okay. Qui est une validation de marché là-dessus aussi. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, quand tu évoques ces premiers recrutements, ça me fait penser à l'histoire de Thomas Pesquet, qui raconte qu'au début de la conquête spatiale, la NASA cherchait des profils type John Wayne, un peu des cow-boys prêts à tout, pour aller défricher l'inconnu.
Mais maintenant que... Et c'était une époque où les missions spatiales, ça durait 2 jours. En fait, ils partaient dans l'espace et puis ils retombaient aussi vite. Ou des fois, pas 2 jours, des fois quelques heures. Mais là où aujourd'hui, ils partent 6 mois, 1 an, vivent dans un espace hyper confiné à 12 astronautes, ils cherchent des profils un peu plus comme Tom Hanks, beaucoup plus sociable, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus dans la conciliation. Parce que du coup, c'est pas le même profil, c'est pas la même mission en fait. C'est un peu le cas d'une start-up. Au début et au bout d'un an, c'est pas du tout la même entreprise et le même environnement au travail. Oui, alors c'est plutôt 2 ans, mais on va dire les 2 premières années, vous avez besoin de gens qui sont capables d'absorber une grosse pression, qui sont capables de prendre des risques, parce que quand on rejoint une start-up early stage, on prend un risque. Et après, est-ce que ça sera eux qui porteront l'entreprise avec 50 devs et une équipe sales de 200 personnes et qui généreront un chiffre d'affaires de 20 millions, pas forcément, mais c'est eux qui auront pris le risque. Potentiellement, ils auront pris des parts à la hauteur du risque qu'ils ont pris, et c'est un certain type de personnage qu'on va même chez les cofondateurs. Moi, je me rends compte côté dev, bizarrement, la plupart des bons cofondateurs qu'on a pu recruter, c'est des gens avec un profil plutôt back-end qu'un profil plutôt front-end. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais bizarrement, ceux qui se lancent dans l'aventure, qui ont réfléchi et qui ont pesé le pour et le contre, c'est plutôt des gens avec un profil assez avec une grosse expérience back-end. Voilà, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est très empirique du coup comme complètement empirique. N égale 5. Ouais. Voilà, 5 vous mais bon, donc et après nous on essaye quand on recrute des cofondateurs de retrouver chez des candidats certaines façons d'être, certaines expériences qui nous rappellent des cofondateurs qui ont bien marché. Ouais. Et ce qui est important, c'est vraiment la partie coachabilité, parce que quand on a l'habitude de dire que créer une boîte avec nous, ça va être plus difficile que de le faire tout seul, parce qu'on va mettre un rythme imposé, faire des feedbacks des fois assez difficiles, mais par contre les chances de réussite sont multipliées par à l'inverse quasiment des statistiques généralement de création de start-up. Ouais. J'avais un élément qui m'a échappé. Attends, on parlait de quoi ? Non, il est parti. Et tu parlais du temps des héros et de la NASA et tout ça. Non, mais c'était plus sur ça. Écoute, c'est pas grave. Alors, sur ces premiers mois de création où tu poses les bases, déjà, est-ce que vous cherchez à avoir une certaine homogénéité de stack technique, ou au final, sur les 20 entreprises que vous avez créées, on va retrouver quasiment 20 stacks différentes? Alors, on essaye d'avoir une certaine homogénéité, et je pousse pour une certaine homogénéité, parce que moi, ça me permet 2 choses. Un, de faire en sorte que mes entrepreneurs techniques, mes CTO, partagent entre eux sur certaines problématiques. On ne fait pas de la tech, on a besoin d'un niveau de performance au dixième de milliseconde pour pouvoir répondre. On est sur du SaaS B2B, avec finalement par assez peu de users, du moins au démarrage. Donc on a des enjeux de performance qui sont pas incroyables. Par contre, on essaye d'avoir, par rapport à certains problèmes, une solution qui existe déjà. On a décidé qu'on allait travailler sur Vue.js sur le front. Ça pose pas de problème généralement. Sur le back-end, on a tendance à faire on utilise quelque chose qui s'appelle Asura pour pouvoir créer des résolveurs GraphQL automatiquement à partir d'un chemin de base de données. Quand on a besoin de faire des choses extrêmement paramétrables, on va rajouter une base de données graph, généralement du Neo4j. On est plutôt sur Google, même si on a tendance maintenant à être un peu plus cloud agnostique. On va pousser une stack technique sur laquelle on a itéré pendant 4 ans, ce qui va permettre notamment à nos cofondateurs techniques de gagner du temps. Et l'idée est vraiment de gagner du temps. J'estime qu'on va gagner entre 6 et 12 mois en fonction de... sur 5 ans de vie de la startup, pas tout de suite, par rapport au choix qu'on a pu faire. Et l'idée, c'est que quand ils ont un problème, c'est que soit nous, soit une autre boîte l'ait déjà résolu. Et si on ne l'a pas résolu, on va essayer de le résoudre ensemble. Et le fait qu'ils puissent s'appuyer sur une équipe, entre guillemets, qui n'a pas peur de prendre des risques et qui, des fois, peut avoir une opinion forte, ça crée des bons débats. Et ça permet, que ce soit au cofondateur tech ou au cofondateur business, de ne pas se sentir seul.
parce que je pense aujourd'hui, un des problèmes des entrepreneurs, c'est que souvent ils se sentent un peu seuls par rapport à leurs problèmes. Ils peuvent pas vraiment partager de manière complètement transparente avec les gens, leurs investisseurs, parce qu'ils ont peur de créer une sorte de bad buzz. Nous, comme on a été dans les tranchées avec eux pendant 6, 9 mois, 12 mois, à des moments, voire même plus, ils n'hésitent pas à nous partager leurs doutes et un peu leurs faiblesses. Et nous, on est là pour les aider, leur dire t'inquiète pas, ça va bien se passer, regarde, je vais te présenter machin, il l'a déjà fait, ou tiens, on va le faire ensemble, tiens, donne-moi 2 heures, t'inquiète pas, je vais te résoudre ce problème-là, parce que on va y arriver. Mais surtout, voilà, aussi le proposer, notamment quand ils sont hors du programme, une sorte de sas de décompression et un safe space pour pouvoir partager. C'est important. Très bien. Oui, c'est effectivement important d'avoir cet espace-là. Donc ça fait 5 ans que tu es chez OSS Venture, c'est ça? Ouais, pas quasiment, ouais. En 5 ans, à quel point est-ce que tu vois, tu parlais beaucoup d'apprentissage sur les différents moments, différents aspects. À quel point cette stack, elle a changé avec le temps? Parce que j'imagine que quand la boîte que tu as créée il y a 5 ans, elle a vécu aussi un ensemble de choses en 5 ans. Ouais, on a fait beaucoup de bêtises, ouais. Première bêtise, c'est que on s'est plutôt focalisé au début sur des bases de données documentaires. Ce qui paraît bien, facile, ça permet de créer des écrans facilement, de stocker sans trop te poser de problèmes, mais ça ne scale pas. Donc ça, on l'a changé. Et finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais septembre de l'année dernière, on s'est rabattu sur un bon vieux Postgres. Et ça marche bien. On perd pas tant que ça sur la partie création de schéma quand on a les outils pour le faire. Le fait d'avoir commencé avec Vue, on a eu des boîtes qui sont des fois encore dans une migration Vue 2, Vue 3. On m'a dit tu aurais peut-être dû prendre React, mais moi je trouve mais c'est encore une fois une opinion, hein, je veux pas déchaîner les commentaires. Je trouve que Vue, pour faire des choses simples, est un peu mieux que React. Du moins moi je le maîtrisais mieux. Enfin non, je maîtriserais React, mais je préfère Vue d'une manière générale. Je suis un peu moins... avant, je dis c'était notre stack ou rien. Maintenant, quand je me rends compte que, notamment côté back-end, il y a l'expertise des CTO qui vont travailler avec nous permettent d'aller plus vite parce qu'ils sont très forts en PHP ou ils préfèrent tel framework Node.js. Si ça permet d'aller plus vite, vitesse over religion, on va dire. J'aime bien cette philosophie, vitesse over religion. C'est très pragmatique en fait. C'est côté très... Parce que encore une fois, startup, c'est vitesse d'apprentissage. Et pour ça, il faut délivrer le plus rapidement possible. Et à partir d'un moment, finalement, la technologie est un peu moins importante. Parce que quand vous avez un product market fit et vous commencez à avoir de l'argent, vous pouvez staffer. Et aujourd'hui, à moins de se dire on va tout faire en Rust, front-end et back-end, on trouvera des gens pour le faire. Et une de mes convictions, c'est que notamment en France et même dans le bassin de l'Île-de-France, on a un pool de talents. Et si on prend l'Europe, voire la France entière, on a un pool de talents extraordinaire. Les équipes tech ont une capacité à bosser en remote assez forte. Nous, on ne fait pas trop de remote au début, parce que pour la partie innovation, c'est un peu compliqué. Mais une fois que les équipes sont lancées, ça amène plus que ça n'enlève. Alors, je reviens sur cette phrase vitesse over religion, parce que ce qui est intéressant, tu peux te resservir de l'eau, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est que tu évoquais tout à l'heure ce côté... tu es là en fait pour accompagner des entrepreneurs et des entrepreneuses dans ce projet, tu les mets en relation. Quand ils ont un doute, un problème, ils viennent te voir et tu vas leur apporter une solution. J'ai beaucoup d'avis. T'es là en fait pour les guider, mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que sur ces premiers mois ou même ces premières années, tu as un peu ce rôle de sachant, de sage, qu'on vient consulter pour trouver une solution. Et en même temps, ce que tu dis sur le fait que si tu préfères du PHP, fine, faisons du PHP. Enfin, tu vois, toi, tu préfères le Vue, mais tu dis, React, c'est bien aussi. Tu vois, il y a un côté, on a presque envie de se dire, t'es conscient que t'as pas toutes les réponses, mais pourtant, t'es quand même dans une position de, je suis là pour apporter les réponses. Tu vois, comment tu jongles entre ces deux
Alors, sur la partie, en fait, à chaque fois, c'est un trade-off. C'est-à-dire que si jamais ils décident d'utiliser une technologie que nos équipes ne gèrent pas bien, ils seront un peu tout seuls dessus. Donc, à un moment donné, si tu préfères le PHP, très bien. Moi, j'ai pas d'expert PHP dans mon équipe qui va pouvoir t'aider si jamais tu as besoin d'aide dessus. Sur la partie front, aujourd'hui, on n'a personne qui nous a dit je veux absolument faire du React parce qu'ils se sont rendus compte que les gens dans mon équipe sont très forts en vue, donc ça permet d'aller vite. Quand je vois qu'une décision technologique peut mettre à risque l'entreprise, là, je vais être un peu plus fermé parce que faire des choix techniques, c'est faire des choix business. Et ça, c'est extrêmement important. La tech n'est là que pour aider à l'accomplissement d'une solution ou de la création d'une solution pour aider des gens et pour aider des entreprises. Donc, si jamais ça apporte quelque chose et qu'on voit que ça ne ralentit pas, il n'y a aucun problème. Par contre, à chaque fois, c'est un trade-off. Si on dévie entre guillemets un peu du chemin qu'on a l'habitude de faire, il faut que ça apporte quelque chose d'un point de vue business. Et donc, si ça permet d'accélérer, il y a un outcome business positif parce qu'on va apprendre plus vite. Okay. Et donc, après, comment on fait le trade-off, c'est aussi être humain avec les gens et partager. Et il y a vraiment quelque chose d'assez différent entre le tout début et à partir du moment où ils sont sortis, ils viennent nous voir parce qu'ils ont une question. Et c'est vraiment différent en termes de posture, nous, vis-à-vis des entrepreneurs, et la façon dont on va être impliqué opérationnellement. Okay. Donc vous avez des équipes de dev internes au OSS qui vont coder le produit, et une fois que l'entreprise prend son envol, en fait, il y a une équipe technique qui prend le relais maison, qui recrute à ce moment-là, ou c'est quoi le... C'est assez smooth en fait, c'est-à-dire que moi et mon équipe, j'ai la chance d'avoir j'ai une troisième personne qui est arrivée, on est quatre, une troisième personne qui est dans mon équipe aujourd'hui. On fait avec on veut vraiment, et je dis bien avec les CTO, c'est-à-dire qu'ensemble on a des réunions, ensemble on se staff, s'il y a un ticket à faire, quelqu'un fait un ticket, d'autres, et on le fait à l'impact. Et au moment où, entre guillemets, où l'entreprise grandit, généralement ils commencent à avoir leur propre dev, et donc la transition se fait de manière généralement assez simple. C'est pas... C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de tickets qui vous sont attribués à vous. Exactement, et on le dit tranquillement. Nous, on commence tranquillement à travailler sur la startup d'à côté, et eux, ils commencent à staffer ils ont l'argent pour le faire, ils ont les clients qui payent, ils ont soulevé de l'argent, on les a aidés à recruter justement leur premier dev en disant bah tiens, aujourd'hui, tu as besoin d'un héros, tu as besoin de quelqu'un qui est hyper fort en front là-dessus, tu as besoin de quelqu'un qui est hyper fort en back. Toi, en tant que CTO aussi, tu dois pouvoir recruter des gens qui sont meilleurs que toi. Et il n'y a jamais eu de souci en fait de se dépluguer. Les seules fois où il y en a eu entre guillemets, c'est quand j'ai dû prendre le rôle de CTO sur 2 boîtes notamment, et ça on le fait plus parce que j'ai mis 4 ans à en sortir. Donc ça c'était un des apprentissages. Par exemple, s'il n'y a pas d'équipe technique, on commence à coder, mais on peut commencer à coder sans CTO, mais c'est vraiment pas idéal. Il faut que quelqu'un soit là, qui est une cofondatrice technique ou un cofondateur technique qui arrive le plus rapidement possible. Parce que faire des choix très structurants sur la vie de l'entreprise, déjà des fois les gens ils n'ont pas envie de venir si il y a déjà trop de dettes techniques de choix, parce que en fait la dette technique ça vient avec le choix. Alors je saute sur l'opportunité. Tu parles de dette technique et de choix. Sur les entreprises que vous avez créées qui ont déjà plusieurs années, au bout de combien de temps l'ensemble des choix techniques que vous avez fait au début ont disparu? Alors, il n'y en a aucune où l'ensemble a disparu. Par contre, il y a eu notamment sur les technologies de base de données, l'organisation du back-end, pas mal de réécriture. Et là, aujourd'hui, pour certaines boîtes les plus anciennes, c'est comment je migre de vue 2 à vue 3, ou comment je suis en train de le faire. Donc, mais il n'y a rien qui a complètement disparu. Et on essaye notamment de les aider quand elles sont dans ces choix difficiles et leur faire partager l'expérience avec les autres entreprises de notre portfolio qui l'ont déjà fait. Et ça crée un esprit communautaire. Moi, j'organise une fois par an un événement avec tous mes CTO, les CTO du portfolio, pour qu'ils partagent entre eux et qui disent bah tiens, moi j'ai eu ce problème-là, on l'a résolu comme ça, bah tiens super, je te passe le bout de code, merci beaucoup, et surtout qu'il y ait des échanges sans qu'on soit là. C'est pas toujours évident parce qu'ils sont pris dans
dans le day-to-day, mais moi j'essaye de dédier à peu près 30% de mon temps à travailler sur des startups qui sont déjà sorties du programme. Ok. Et quand tu parles d'échange entre les startups, à quel point est-ce qu'il y a aussi des transferts, un petit mercato parfois, des salariés qui passent d'une boîte à une autre? C'est arrivé une fois. Ok. Donc sur les 120 ou 100, plus de 100 personnes, tous les 100 devs qui ont dû passer dans nos startups, voire même plus, j'en sais rien, c'est une estimation assez à la grosse, comme on dit. On a eu une fois un dev qui est passé Non, 2 fois. Et il n'y a jamais eu quelqu'un de ton équipe qui s'est dit, en fait, là, le projet, moi, je l'aime trop, je veux continuer sur le projet? De mon équipe, non, mais c'est déjà arrivé que d'une équipe, de quelqu'un de nous qui était dans une équipe commerciale et soit devenu le CEO d'une des boîtes qu'on a lancées. Ça arrive une fois. Okay. Et sinon, non, il n'y a pas eu encore, dans l'équipe tech, il n'y a pas eu encore de personne qui a décidé de quitter l'aventure pour être le premier dev d'une de nos boîtes. Ça pourrait arriver et je l'encouragerais même parce que ça veut dire que cette personne prend un risque. Et donc, moi, j'encourage toujours les risques de carrière parce que c'est là qu'on apprend le plus et c'est là qu'on se différencie des autres. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Un sujet qu'on évoque quelques fois sur ce podcast, c'est le l'over-engineering. On voit parfois des startups se créer et qui conçoivent déjà des environnements techniques pour supporter 1 million de users alors qu'ils n'en ont même pas chopé un. Vous êtes en plus dans une démarche où tu as des entreprises que tu as créées qui ont déjà 5 ans, qui du coup, j'imagine, ont déjà un track record et un ensemble de clients accumulés. Comment vous faites pour garder ce pragmatisme, cette simplicité du début, sans être entre guillemets parasité par tous les succès que vous avez pu connaître par le passé? Alors, on essaye juste de prendre les choses intéressantes. C'est-à-dire que pour moi, il y a un des premiers trucs sur lesquels j'ai travaillé, c'était le déploiement automatique. Parce que je pense que ça fait gagner un temps fou. Et c'est souvent un truc qu'on fait un peu plus tard. J'essaye de m'appuyer sur des plateformes, notamment sur l'hosting de bases de données. On fait assez peu de Kubernetes parce que je trouve que c'est surtout assez early, c'est vraiment over-engineer. Et en fait, c'est assez compliqué à gérer. Il y a beaucoup de variables pour faire ça bien. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs qui vous permettent de gérer une image Docker at scale. Payer ça un peu, mais c'est pas dramatique. Donc, on essaye de prendre les choses faciles à mettre en place que nos startups ont pu apprendre au long cours. Notamment sur la gestion des fois du DNS avec Cloudflare, c'est plutôt propre. Mettre en place, faire des certifications de cybersécurité assez rapidement. Pareil, c'est plus facile de le faire quand on est 2 que quand on est 20. Sans nous, ça serait over-engineer, mais comme on l'a déjà fait et qu'on est capable de mettre en place les choses très rapidement, on essaye en fait de leur donner un cadre où il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, ils n'ont pas à s'en préoccuper et ils se focalisent juste sur la création de valeur et la création des features de leurs produits. Mais si jamais ils avaient dû, si jamais ils avaient dû mettre tout en place, ce qu'on leur donne dès le départ, il y aurait eu peut-être 3-4 mois avant qu'ils aient la moindre ligne de code sur la feature. Donc on leur fait un cadeau au départ qui leur permet entre guillemets de ne pas se préoccuper sur des sujets, je dirais, simples. C'est plein de petits choix simples, mais qu'on fait pour eux, qui ne sont pas totalement structurants pour le futur, qui, si jamais ils veulent changer après, ils pourront, mais qui leur permettent de ne pas se préoccuper et de se focaliser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le CTO, la cofondatrice, le cofondateur tech se focalise sur chaque ligne de code qu'ils fassent, c'est vraiment pour apporter de la valeur au business. Ok. Tu disais aussi tout à l'heure que la dette technique, c'est un choix qui est fait. Ça, je suis tout à fait on board, surtout dans le monde des startups. Tu fais un choix à un moment, tu fais un trade-off. Là, de ce que je comprends, il y a beaucoup de ces choix qui sont faits sur une expérience que vous avez, vous, chez OSS Ventures. Comment tu transmets à l'équipe technique qui va récupérer le projet la paternité ou la parentalité de ces choix-là, tu vois, pour qu'ils acceptent le choix et que ce soit aussi leur décision au final, parce que c'est quand même eux qui vont payer la dette. En fait, si la cofondatrice, enfin le CTO ou la CTO arrive très vite, en fait, comme on fait les choix ensemble, c'est lui qui portera après ça vis-à-vis de son équipe.
Donc c'est beaucoup plus simple. Et nous, on ne doit pas là se justifier vis-à-vis des premiers devs qui arrivent. Pourquoi vous avez fait ça, j'aurais pas fait ça. Et c'est aussi pour moi un indicateur important. C'est-à-dire les premières personnes qui arrivent ne sont pas là pour tout péter. Et si elles veulent tout péter, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Donc des fois, on peut recruter un senior et dire mais non, mais c'est horrible, vous vous rendez pas compte. Ce que vous allez faire, ça va tout faire exploser. Vous allez faire exploser le monde, etc. Non, on se calme, tout va bien. Et on a fait ces choix-là. On pense que ça scale jusqu'à là. Et s'il y a des choses à bouger, ça se fera à la marge par rapport à il y a un service qui pète, on va recoder ce service et on va le faire un peu mieux. Mais quelqu'un qui veut tout changer, un dev senior qui veut tout changer très rapidement, généralement, c'est pas la bonne personne pour être early stage dans une startup. Par contre, que quelqu'un, après, au bout de 2-3 ans, veulent réécrire une partie du code parce qu'il y a des trucs qui ne scalent pas, fine. Mais encore une fois, si ça apporte quelque chose de business. Si ça permet après de vendre un peu plus, si ça permet ou alors de stabiliser quelque chose qui était un peu shaky, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire, entre guillemets, par rapport à l'impact derrière sur la société. Ouais. Et sur cet apprentissage d'expérience, comment vous faites pour déjà capitaliser sur les erreurs qui ont été faites, pour identifier les erreurs aussi qu'on peut être faites, et surtout pour identifier les erreurs qui sont entre guillemets génériques, c'est-à-dire que tu peux éviter sur l'expérience d'après, parce que chaque entreprise en fait est différente, ça a un marché différent, a une solution différente. Donc j'imagine qu'il y a des erreurs qui sont pas reproductibles, on va dire, d'une boîte à une autre. Alors l'avantage, c'est que nous, notre marché est à peu près similaire d'une boîte à une autre. On adresse les industriels en France et en Europe et aux États-Unis. Donc généralement, le marché est assez similaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de... si on a un truc qui marche, il marche. Sur la partie technique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque nouvelle startup, on se réunit avec l'équipe et le CTO, on dit qu'est-ce qu'on a merdé la dernière fois, qu'est-ce qu'on a appris, et on reprend généralement le dernier projet qu'on agrémente, on enlève toutes les features business et on l'agrémente des derniers apprentissages, notamment pour des startups qui ont elles-mêmes, des startups qui sont un peu plus avancées. Donc c'est comme ça qu'on repart de zéro tous les 3-4 mois. Okay. Voilà. Et donc et après on essaye notamment de dire tiens, ça si on le fait maintenant, c'est pas important pour maintenant, mais on sait que ça va les aider dans un an. Et le jour où ils disent tiens, comment je fais ça, tiens, regarde, c'est là dans le code, on te l'a mis. Et vous avez une base de connaissances, tu vois, vous avez une documentation qui est écrite de tout ça? C'est GitHub. Ou c'est vraiment ok. Parce qu'en fait, je pourrais passer du temps, dédier des ressources à recréer à toujours un projet nickel qu'on pourrait terraformer, etc. Mais vu que c'est une fois tous les 3 mois, je préfère repartir, prendre le temps de deep dive sur les trucs importants, que l'équipe reprenne du temps de deep dive, entre guillemets, s'il y a des composants qu'on a utilisés, s'il y a des bouts de code qu'on a utilisés, qu'on veut réutiliser, de les rendre un peu plus génériques. Donc c'est un travail... on pourrait dire fastidieux, mais qui en fait est important aussi dans l'apprentissage de l'équipe. Et aussi, c'est le moment où on va intégrer généralement le CTO. Donc on va pas dire, tiens, regarde, on te met ça, on te met ça, on te met ça. Là-dessus, t'embête pas, c'est géré. Toi, concentre-toi pour faire cet écran-là qui a été fait par l'équipe design et produit. Parce que là, on parle beaucoup de technique, mais OSS Venture, c'est une quinzaine de personnes avec du produit qui est très 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 important au début, notamment pour déchiffrer. C'est du produit early stage, c'est pas la même chose que de faire du produit dans une boîte déjà établie. Une équipe design, une équipe RH, une équipe finance, une équipe commerciale, parce qu'une de nos hypothèses, c'est de faire en sorte que quand on a vendu un produit une fois quelque part, on va potentiellement pouvoir en vendre d'une startup, on peut potentiellement utiliser le même compte pour déployer des produits d'une autre startup. Donc c'est tout cet ensemble qui fait qu'on crée dans chaque entreprise, entre guillemets, on essaye de récupérer du knowledge et des autres entreprises. Mais nous, il n'y a pas de doc vraiment, il y a une petite doc Notion, mais qui finalement est moins importante que le projet qu'on reconstruit à chaque fois. Et c'est fait exprès qu'il y ait un côté un peu artisanal, parce que ça permet de se prendre le temps de se replonger dans les choix qu'on a faits et de les revalider à ce moment-là. Okay. Ça veut dire que tu as un repo qui est le squelette d'une startup? Non, justement. C'est-à-dire que je recrée un repo à chaque fois. J'ai une boîte Startup X, là, je crée un repo Startup X. Je prends le projet de la dernière startup, on enlève tout
tous les features business et on met on copie le code dans ce repo StartupX. Et là, on va retravailler, remettre les apprentissages qu'on a pu avoir des dernières startups et des startups hors programme pour pouvoir démarrer le plus propre possible sur la startup suivante. Et des fois, on va faire des choix. On dit, tiens, là, il y a un an, on s'est dit, bon, on va sortir la base de données documentaire et on va mettre on va recréer une developer experience, la DX, c'est un terme que j'aime beaucoup, avec une base de données PostgreSQL et du GraphQL. Et là, on recommence certaines parties à zéro et on fait des hypothèses et on dit à la startup, là, là-dessus, on n'avait rien, mais on t'a construit quelque chose et c'est comme ça que tu bosses maintenant. Ok. Voilà. Canon. Depuis 2 ans, il y a de l'IA partout, toutes les startups font de l'IA. Comment vous avez intégré cette nouvelle techno dans votre stack? Est-ce que pour vous, c'est aussi devenu un passage obligé ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de vous dire attends, on va le faire au cas par cas, au détail T'as l'IA marketing et puis t'as la vraie IA. L'IA marketing, tout le monde en fait. On est IA first, c'est génial. Par contre, aujourd'hui, on a des boîtes qui font vraiment de l'IA sur des données, des données qu'elles ont pu travailler avec leurs clients. Et on essaye, nous, le plus rapidement possible, de se dire, OK, par rapport aux paradigmes qui sont en train de changer, si demain quelqu'un revenait et disait, il va créer ce produit IA first, full IA, est-ce qu'il pourrait le faire mieux que nous? Donc, on va essayer d'intégrer le plus rapidement possible des features IA. Après, est-ce qu'on y arrive à chaque fois? Non. Est-ce que c'est l'enjeu tout de suite ou est-ce que c'est un enjeu dans la vision produit un peu plus tard? Ça va dépendre de chaque use case. Mais quoi qu'il arrive, moi, un de mes travaux, c'est de faire en sorte que chaque CTO ait une stratégie IA pour aider le business. Et ça peut être des fois une stratégie IA pour accélérer le déploiement. Donc ça peut être entre guillemets un peu caché pas forcément dans le produit, mais au moins des outils pour aider l'équipe opérationnelle, l'équipe de déploiement à aller plus vite. Donc c'est vraiment au cas par cas. On a des entreprises aujourd'hui qui font des choses extraordinaires dans de la vraie IA et que c'est pas juste du marketing parce que quelqu'un a mis un bouton qui appelle ChatGPT, enfin qui appelle OpenAI API derrière quoi. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Aujourd'hui, moi je trouve que le seul produit que j'utilise tous les jours, alors ChatGPT un peu, mais finalement c'est Copilot, parce que c'est vraiment intégré dans le workflow du développeur. Et sur le reste, il y a encore énormément de chemin à parcourir. Et je trouve que les interfaces en chatbot, c'est bien 5 minutes, mais c'est pas non plus le truc le plus scalable au monde. Et ça marche très bien que sur certains usages. Ouais. En effet. Pour terminer, en dernière question, ce serait, on a beaucoup parlé de technique en tant que telle, sur tout ce que tu transmets à cette nouvelle startup, mais j'imagine que, c'est une évidence que le rôle de CTO, c'est pas que coder, et le rôle d'une équipe technique, ce n'est pas que coder. Qu'est-ce que vous transmettez aussi comme règles d'organisation, valeur entreprise, tu vois, est-ce que vous imposez une organisation en squad, tu vois, c'est quoi un peu toute cette culture d'organisation, de management que vous essayez aussi de transmettre? Alors, on a beaucoup parlé de technique parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la technique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le studio... C'est mon travers, j'en suis désolé. Non, mais le studio est là pour créer une entreprise. C'est pas juste un side project de quelqu'un qui va coder un truc dans un coin et qui va essayer de le mettre sur un App Store. Donc on veut créer une entreprise complète, de la stratégie business, au sales, au RH, à la culture d'entreprise, au design, aux cultures produits et financières. Moi, ce que je veux, c'est des CTO qui aient un vernis business important. Vernis business, ça veut dire d'abord savoir qu'une startup, c'est un produit financier que tu vas vendre à d'autres investisseurs. Du moins, pendant les 5 premières années de vie de ta boîte, notamment, nous, les entreprises qu'on veut créer, elles ne marchent que si elles sont financées. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir imaginer la rentabilité au bout de 5-6 ans peut-être. Mais donc, en tant que CTO, tu dois comprendre que tu es dans une J-curve. Au début, il y a énormément d'investisseurs, on va te donner énormément d'argent pour pouvoir créer
pour pouvoir créer ton produit. Au bout d'un moment, il va falloir que toi aussi, en tant que CTO, ton équipe soit plus lean, plus organisée, que tu sois là pour faire des features, mais aussi pour pouvoir maintenir un produit qui est déployé chez des clients, et donc une organisation un peu différente. Après, moi, j'ai pas de religion sur est-ce que tu dois avoir des squads, est-ce que tu dois avoir un Scrum Master, ça va dépendre de chaque produit, ça va dépendre des gens qui vont rentrer dans l'entreprise, qui vont pouvoir apporter une certaine vision de l'organisation tech, mais de l'organisation de la boîte en général. Pareil, j'ai pas de religion sur le management. En fait, le management, c'est des gens. Donc, il y a des choses qui marchent avec certaines personnes, des choses qui marchent moins avec d'autres. Par contre, ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Et le lean à tout prix, tel que certaines personnes veulent le lean management, tel que certaines personnes veulent l'appliquer dans le monde des startups, ça marche pas. Ça marche. Chacun doit créer, entre guillemets, sa propre histoire sur le sujet. Donc, moi, je veux que mes CTO soient forts techniquement. Ça ne doit pas être la personne la meilleure technique. Elle doit pouvoir attirer des talents, elle doit pouvoir les manager, les motiver, et elle doit pouvoir comprendre les enjeux business de sa boîte. Elle doit pouvoir parler à un board en disant, j'ai travaillé avec le CEO, le business plan, voilà nos hypothèses de coûts technologiques. Pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'on veut signer tel client, et on pense que ce client, après, on va pouvoir scaler et déployer dans 50 usines si on veut, mais on ne pourra pas le faire si on ne met pas ça en avant. Donc il faut que ça soit des CTO businessmen, des CTO qui soient capables de porter une technologie et de la faire scaler, de prendre des risques quand il y a besoin de prendre des risques, et surtout d'être au même niveau que le CEO quand il y a besoin de prendre une décision stratégique pour la boîte, et qu'il soit capable d'avoir un input sur le futur de l'entreprise aussi important que le CEO. Voilà. Donc c'est très important pour moi de vraiment pousser cette partie de business acumen chez les CTO, et s'ils l'ont pas, leur dire ça serait bien que tu te formes sur le sujet. Moi je peux t'aider à lire, je peux t'aider à préparer tes slides pour le board. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les CTO m'appellent avant, voilà, qu'est-ce que tu en penses, comment je dois me positionner, écoute, par rapport à l'endroit où on est à boîte, je pense que tu devrais insister là-dessus, tu devrais faire attention à ça. C'est la première fois qu'on va te donner la parole sur ce sujet, donc rentre pas dans du jargon technique, mais explique pourquoi ce choix-là est fait et pourquoi ça coûte tant. Voilà, et t'es là pour aider la boîte à grandir. Ouais. Et du coup, j'imagine que pour la personne que vous avez choisie sur le rôle de CEO, donc plutôt la partie business, vous lui demandez aussi à cette personne d'avoir aussi une culture tech, et qu'elle soit aussi capable de comprendre et de pas forcément dire des trucs comme c'est juste un bouton, ça va, c'est rapide, ou ce genre de choses. Ça, c'est aussi au CTO d'éduquer son CEO ou sa CIO. Je sais pas comment on le dit, je sais pas s'il y a un mot féminin. Mais surtout, le CEO doit vendre. Ça doit être le premier sales de sa boîte. Donc nous, on cherche aussi des cofondateurs business qui n'ont pas peur de parler à 50 personnes de la journée, de se prendre 49 vents et d'en avoir un qui marche. Donc il y a aussi avoir un focus vente, surtout au départ, extrêmement important. Parce que c'est le temps des héros aussi bien pour les cofondateurs. Et le rôle devra évoluer après. Ils devront... il y a des étapes, 5, 10, 20, 30 personnes. C'est souvent lié à la taille des équipes. Ils doivent évoluer aussi sur ces sujets-là. Est-ce que ça sera eux toute la vie de l'entreprise ? Pas forcément, mais c'est eux qui auront pris les plus gros risques au départ et qui auront notamment le nombre de parts le plus important. Moi, j'avais écouté le CTO d'Alan qui avait dit après, ça, leur boîte et le scale de manière... c'est très, très impressionnant, mais il changeait de boulot tous les 6 mois, il s'auto-virait de son rôle pour pouvoir lancer quelque chose derrière. Est-ce que c'est à faire à chaque fois ? Non, mais c'était intéressant comme concept de dire que les cofondateurs doivent évoluer aussi à la vitesse de leur entreprise. Et s'il y a des moments sur certains postes, c'est pas les meilleurs, qu'ils recrutent quelqu'un de meilleur qu'eux et qu'ils aillent faire autre chose dans l'entreprise où ils auront le plus d'impact. Et ce qui est parfois très difficile, parce qu'il faut réussir à mettre son ego de côté, de se dire, là, effectivement, c'est plus mon rôle, il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Exactement. Et moi, ce que je prends souvent en exemple là-dessus, que je trouve brillant, c'est Sergey et Larry. Oui. Quand ils ont créé Google, ils ont assez vite compris que eux, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était développer le produit dans leur garage peinard,
Et ils ont embarqué Eric Schmidt en tant que CEO pour gérer le truc. Et je trouve que c'est une décision qui est hyper smart, en fait, de réussir à se dire, on n'est pas... c'est pas notre rôle, c'est pas nous, et fine. Voilà, après, en France, on n'a pas l'écosystème américain pour aller chercher le businessman qui va bien. Et on n'a pas forcément cet écosystème-là. Je pense qu'on est assez bon en tech, on est assez bon... le système éducatif est quand même impressionnant en France et en Europe. Par contre, on n'a pas potentiellement entre guillemets, ces 50 businessmen qui ont envie tout d'un coup de venir dans une start-up. Il y a quand même encore des gens assez, on va dire, conventionnels dans leur approche de carrière, et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, cette partie-là en France. Mais bon, ça évolue. Ouais. Top. Pour terminer, j'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. Très bien. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Oui, il y a quelque chose qui n'est pas tech. J'aime beaucoup en ce moment toutes les problématiques de longévité, de prendre soin de soi. J'ai un peu plus de 40 ans, donc j'ai lu un livre d'un monsieur qui s'appelle Peter Attia, qui s'appelle Outlive, que je conseille à tout le monde, parce que c'est bien de recommencer tout le temps, de faire des boîtes, de travailler énormément, mais à un moment donné, ça ne peut se faire que si on est aussi en forme physiquement. Et ça commence par là, bien dormir, se faire du sport, bien manger. Et voilà, donc je conseille à tout le monde les podcasts du docteur Peter Attia sur la longévité. Très bien, on mettra les liens effectivement en description de son livre et du podcast. Du coup, et la dernière question qui est la plus importante pour moi pour ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je m'en fiche parce qu'en fait c'est l'Inter aujourd'hui qui fait tout le travail pour moi. Mais du coup, toi ton réflexe quand tu passes une ligne, tu t'indentes jamais ? Non, je sauvegarde et il indente pour moi. Ok, très bien. Merci beaucoup Quentin pour cette discussion. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir participé à cette conversation dans son intégralité. J'espère qu'on vous a donné envie de créer une entreprise parce que c'est une aventure qui est top. N'hésitez pas à contacter Quentin et OSS Ventures si jamais ça vous branche d'être contacté. C'est quand il y a des idées. La création d'entreprise, c'est une aventure géniale. C'est grisant. C'est aussi stressant, c'est difficile, mais c'est beaucoup de plaisir. Si vous avez un petit envie de le faire, je ne peux que vous inciter à le faire. Maintenant, c'est le meilleur moment pour le faire. Demain sera trop tard et hier c'était peut-être trop tôt, donc faites-le maintenant. Donc voilà, je vous remercie aussi beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.